Ça démarre. Ok. Eh ben, c'est super, très bien. Alors, bienvenue. Bienvenue. Et donc, pour commencer, bien sûr, la motivation. La motivation, en fait, elle vous appartient. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait jamais prise de refuge, bodhicitta, tout ça. Normalement, ça appartient à chacun de le faire ou pas. Donc, ça, il n'y a pas besoin de le faire de manière vraiment formelle. Et par contre, la tradition, c'est qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit bonjour. Oui, c'est vrai. Alors, moi j'ai écouté la séance ce matin de 7h à 8h en petit déjeunant, donc c'est très frais dans mon esprit. Wow. J'ai un peu triché, je suis désolée, j'ai Non, pu non, mais c'est écouter que ce bien. matin. La perception directe mentale. Et moi, Oui. j'ai beaucoup aimé le passage de Geshe Dreyfus sur le gourou. Je l'ai lu. Ouais, très bien. C'est Excellent. d'une honnêteté. Effectivement, si ce genre de discours, on pouvait l'avoir dans tous les centres. Oui, c'est très utile. Ouais, ah oui, vraiment, ouais. Et puis surtout l'approche très scientifique aussi. Oui, aussi. Qu'il met en avant, que j'ai trouvé très intéressante. Ouais. Ouais, tout ça, c'est fondé vraiment sur l'honnêteté intellectuelle. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup. Bon, c'est super, excellent. C'est un très bon résumé, en effet. Très, très bien. Et sous la vidéo aussi, j'ai posté le lien du texte de Sa Sainteté qui parle du gourou aussi. Il y a un petit sifflement. Je ne sais pas d'où ça vient. Petit sifflement. Où est-ce que ça vient? Alors, non, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, ok. Très bien. Peut-être. Oui, il y avait juste un sifflement, ouais. Ok. Très bien. Donc, ouais, si, c'est intéressant aussi de pouvoir lire. Ouais, il y a un sifflement. Peut-être qu'il y a un écho, ou je ne sais pas si c'est un micro qui fait ça. Ça va être un micro, on va voir. Moi j'avais fermé mon micro, j'ai toujours mon micro fermé pendant la classe. D'accord. Ça peut pas venir de moi, mais Ça ne peut pas venir de chez toi, et chez Rachel, c'est fermé aussi. Ah, peut-être c'est Jordan, ouais. Ok. Peut-être c'est juste un sifflement, mais vous pouvez, n'hésitez pas à l'ouvrir, comme a dit Dominique récemment. N'hésitez pas à l'ouvrir pour parler. Ok. Très bien. Donc, en effet, on a parlé de la perception mentale directe et on va en reparler dans la suite, là, dans pas longtemps. On va essayer de reparler un petit peu justement de l'accès de notre esprit par rapport aux phénomènes impermanents et permanents. Ok, donc on avait terminé sur la page 82 qui disait que perçoit la perception les objets évidents. Donc on avait dit en effet, il faut juste gloser un petit peu en disant que perçoit la perception sensorielle ou la perception ordinaire. Parce que l'impermanence subtile n'est pas un objet évident et pourtant elle est perçue par une perception, ouais. Mais une perception Yogique. Yogique, bravo. Qui est une perception. Qui est une perception, ouais. Très bien. Ok. Très bien. Et ensuite, il y a une autre question d'un étudiant qui dit sinon, ces objets sont conceptualisés, compris par la conscience conceptuelle? Oui, et donc ils sont compris indirectement. Ça veut dire que la conscience conceptuelle, elle peut aussi bien avoir pour objet de compréhension les permanents comme les impermanents. Ça, tout le monde est d'accord normalement. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Donc ça veut dire qu'on peut penser à tout ce qu'on veut. Ouais. On peut penser à tout ce qu'on veut. On peut même. On peut même. Il faut, quoi. Non, c'était une connerie de ma part. Non. On peut même penser à des non-existants, ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut penser à des non-existants. Et on peut penser à des existants. Et parmi les existants, il y a les permanents et les impermanents. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais? Ok. Très bien. oui. Ok. Très bien. Et donc ça rejoint ce qu'on voit quand on étudie justement cette même école, le Sautrantika, quand on étudie les bases de la philosophie bouddhiste, on a les bases établies, les existants, les phénomènes, tout ça c'est équivalent. Et c'est équivalent avec objet caché, avec phénomène caché. Phénomène caché, pourquoi? Parce que il y a un voile entre les existants et notre conscience. Ce voile, c'est celui de la conscience conceptuelle, de la conceptualisation. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, dès l'instant où on pense à un truc,
ce truc devient nécessairement un phénomène caché. Pourquoi? Parce qu'il est caché derrière notre généralité de sens, derrière notre concept. Ouais. Donc ça veut dire que un phénomène caché n'est pas caché par nature, dans le sens où on peut penser à une tasse, mais on peut voir la tasse. Si on voit la tasse, on peut boire la tasse aussi. Si on voit la tasse, la tasse cesse d'être un phénomène caché dans ce contexte-là, pour la conscience visuelle. Ouais. Ouais. Ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ok. Très bien. Et donc on est obligé de dire ouais, on est obligé de dire phénomène caché, parce que si on dit simplement ce qui est caché, on aurait tendance à parler des non-existants aussi, parce que les non-existants, comme on l'a dit, on peut y penser. On peut penser à une corne de lapin, on peut penser à une plume de tortue, on peut même penser à une plume de lapin et une corne de tortue. C'est possible. Et donc ça veut dire que les phénomènes cachés doivent exister, au contraire des cornes de lapin, des plumes de tortue, etc., qui sont des non-existants, même si on peut les conceptualiser. D'accord. Ouais, ça va? Ouais. Très bien, ok. J'ai une petite question. Est-ce que tu m'entends? Oui, Oui. Donc, ça veut dire que quelle que soit notre conception, il y a toujours ce voile de la généralité de sens, c'est ça? Il est omniprésent? oui. Ouais. D'accord, ok. Hélas, Parfait. hélas, en effet. C'est-à-dire que c'est ce que dit, c'est ce que dit Dharmakirti, Acharya Dharmakirti. Il dit ça veut dire que n'importe quelle conscience qui saisit un sens du son, on pourrait dire, donc une généralité de sens d'un certain point de vue, est nécessairement une conscience conceptuelle. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a une généralité de sens ou une généralité de son, où on pourrait dire le sens du son, ça revient au même, à ce moment-là, cette conscience est nécessairement conceptuelle. Ouais. Ok, parfait. C'est pour ça que pour Butchok, lui, il donne une autre définition, il dit Jadun derun rodzi bello torpetsenyi. Donc c'est une conscience, la définition d'une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui appréhende la généralité de sens et la généralité de son comme susceptible d'être mêlée. Ouais. Ça veut dire qu'il faut soit une généralité de son, soit une généralité de sens, soit les deux en même temps. Ouais. D'accord. Excellent. Mais par exemple, si quelqu'un est en train de lire un texte, moi j'ai une question que je me suis posée l'autre jour, je me permets de te la poser parce que j'ai pas eu encore la réponse. Il y a la conscience directe visuelle qui est en train de capter les formes des lettres, mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps, au même moment, une conscience donc mentale qui va chercher la généralité de sens de la composition entre calligraphique du mot, qui va chercher le sens. Est-ce que c'est pas au même moment? Non, c'est T+1. C'est à l'instant T+1. C'est comme. T1? Ouais, d'accord. Oh. Enfin. Oui, exactement. On a, quand on lit un texte ou même quand on entend une phrase, quand quelqu'un nous parle, etc., on a la première chose qui vient, c'est en effet une perception directe. Ouais. Oui, voilà, ouais, bien sûr. Et donc là, c'est une question énorme parce que la perception directe, est-ce que toute seule, elle peut réaliser parfaitement ces objets? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. S'il n'y avait pas la conscience conceptuelle, comment est-ce qu'une perception directe, par exemple visuelle, peut réaliser la signification d'un mot? C'est difficile. C'est le problème de l'aspect et du décalage de temps entre la perception et la réalisation conceptuelle. Oui, exactement. Exactement. Et on peut avoir donc en effet un chevauchement entre la perception directe et la conscience conceptuelle. Et en général, on sera d'accord pour dire ça, en fait. Hein, non seulement les Gelugpa, mais aussi les autres, hein, les Sakyapa, Acharya Dharmakirti lui-même disait qu'il fallait que la logique, le raisonnement logique ait un ancrage dans la perception directe. Et donc, dans la perception directe valide. Et même au niveau des neurosciences, dans l'esprit de perspective, le neuroscientifique, comment il s'appelle, Christopher de Charms, il dit que en fait, il y a en effet les aires plus ou moins conceptuelles du cerveau
qui doivent travailler presque ensemble. Ça veut dire qu'il y a un mouvement ascendant vers les aires conceptuelles et il y a un mouvement descendant des aires conceptuelles vers les aires perceptuelles, on pourrait dire, du cerveau. Et donc, c'est là où il y a une jonction à un moment donné. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une apparence. Et cette apparence, est-ce qu'elle est pleinement comprise s'il n'y a pas de concept? Là, ça pose question. Eh ben justement, parce que je l'ai acheté ce livre avec, grâce à tes recommandations et je me suis. Voilà, c'est la question qui. Parce que regarde. Il parle des cartes mentales qui s'empilent, même dans les neurosciences. C'est pas direct, ça passe par des sortes d'étages de la compréhension et ça m'a vraiment interpellée. De toute façon, dans les AVC, génial, ce livre. Dans les AVC, tu as des gens qui perdent le sens de la lecture alors qu'ils voient les lettres. Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. C'est bien que tu as des étages différents de perception, compréhension, quoi. Tout à fait. Absolument. Exactement. Et qui pourrait aussi, je crois qu'il y a des découvertes qui ont montré que on peut très bien percevoir un objet, par exemple une tasse, savoir à quoi elle sert, mais oublier totalement sa désignation, par exemple. Tout à fait. Et inversement. Et inversement, on pourrait donner la définition d'une tasse, mais ne pas la reconnaître si on la voit sur une table, par exemple. Ouais. Incroyable. C'est là où, Et justement, si je peux rajouter quelque chose, comme ma maman, elle a fait un AVC, c'est que si elle ne me voit pas au téléphone, elle ne saura pas si je lui dis que c'est pas mon nom, Rachel, elle ne sait pas qui je suis. Il faut qu'elle me voie pour assimiler qui est qui. Et effectivement, quand elle parle super bien, hein, mais on la comprend plus du tout. Donc, effectivement, pour elle, une tasse, elle ne dit même pas, disons, un montre ou tableau ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elle invente des noms. Voilà. Ok. Ouais, c'est l'aphasie de Wernicke, ça. C'est ça. C'est quoi? C'est l'aphasie de Wernicke, on appelle ça. Il y a deux sortes d'aphasie, il y a Broca et Wernicke, mais enfin ça, c'est pas important. Non, mais ça veut dire qu'il y a des liaisons différentes entre la perception et la conception, quoi. Ouais. C'est ça. Ah ouais. C'est super Ça intéressant. dépend des aires qui sont atteintes. Ça dépend des aires qui sont atteintes. Voilà. Excellent. De même qu'il y en a qui ne parlent pas. Et puis, s'ils ont des récitations, par exemple, je connais une très vieille dame qui connaît parfaitement les mantras pour cause. Elle ne parle pas, mais elle peut réciter tout d'un coup des pratiques entières. Ouais. Alors qu'elle est incapable de parler. C'est très curieux. Une sorte d'automatisme qui se fait. Oui, tout à fait. Il y a aussi, je connais un étudiant aussi qui a une difficulté d'élocution, je ne sais pas si c'est vraiment du bégaiement ou si c'est quelque chose de plus lourd, mais dès qu'il y a quelque chose d'émotionnel, par exemple, si on le fixe, par exemple, si on est plusieurs à le fixer, par exemple, à une terrasse de café, que tout le monde est là, alors qu'est-ce que vous voulez prendre? Un café, un chocolat, etc. Et que tout le monde le fixe. Et là, sa parole est presque occultée, en fait. Mais dès qu'il récite un mantra ou dès que c'est une chanson, par exemple, là, ça passe tout seul. Donc, c'est intéressant. C'est un automatisme. Oui. Ouais, exactement. Donc, c'est intéressant, ça montre qu'en effet, il y a les aires conceptuelles, les aires plus perceptuelles dans le cerveau, et forcément, ça engendre ces deux mondes dans la conscience elle-même. Donc, c'est là où on voit qu'on a besoin de ces deux, en fait. Hein. C'est intéressant parce que c'est ce que dit Sakya Pandita dans son Tsemarikte. Elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, Ngun Son Kupa Michenda. Il dit que la perception directe, elle est stupide, mais elle possède des yeux. Et ensuite, il dit Topalon wa Makeden. Ensuite, la conscience conceptuelle, elle est aveugle, mais elle est extrêmement éloquente. Et ensuite, il dit que l'autocognition, qui elle possède ces deux, elle est complète, l'autocognition, elle permet de les faire se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que si on a une première lecture très basique de Achala Dhammakiti, en effet, la perception est stupide. C'est-à-dire que quand on étudie les bases de la philo, par exemple, quels sont les objets d'appréhension des consciences visuelles, par exemple? Des formes. Oui. Mais pas n'importe quelle forme, parce que le son est une forme. Ouais. Les formes visibles.
les formes visibles ou les formes sources, ouais. Et ces formes sources, donc c'est typiquement les objets visuels, ils sont décomposés en combien? Il y en a combien en fait, en général, les grandes divisions? Ah bon? Je ne sais pas. C'est formes et couleurs, ouais, contours et couleurs, ouais. D'accord. Donc c'est contours et couleurs. C'est-à-dire qu'on a des couleurs principales, des couleurs secondaires, et les contours, on a rond, carré, etc., etc. Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'une tasse s'arrête à être une forme et un contour et une couleur? Est-ce que c'est simplement un contour et une couleur, une tasse? Non. Ça a un sens, ça remplit une fonction. Ça remplit une fonction, C'est un assemblage, oui. C'est beaucoup plus que simplement un contour et une couleur. Et pourtant, si c'était que ça, comment est-ce que notre conscience visuelle pourrait réaliser une tasse? Puisque une tasse, c'est beaucoup plus que simplement contour et couleur. Et donc, si on dit que les formes sources s'arrêtent simplement aux contours et aux couleurs, notre conscience visuelle serait totalement stupide. Elle ne pourrait même pas reconnaître une tasse d'un livre, etc. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que ensuite, Chalad Al-Makiti dit il y a besoin de la conception. Et donc, ça rejoint la question de Christine. Quand vient la conception, normalement, la conception, elle vient au second moment, en effet, comme disait Dominique. Ça vient au second moment, troisième moment, etc. Et c'est la conception qui est très intelligente, qui est aveugle. Elle ne voit pas directement les choses, mais elle est très intelligente, très habile, très éloquente. Et donc, elle permet de donner un sens à ce que perçoit la perception. Mais ça pose question parce que, en effet, ça pose question. Sinon, ça voudrait dire que notre conscience visuelle ne pourrait pas réaliser une tasse. On ne pourrait pas dire j'ai vu un tel, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, etc. On pourrait simplement dire j'ai vu un contour et des couleurs, c'est tout. Voilà. Et donc, en effet, quand on interprète ensuite Chalad Al-Makiti, on voit qu'en effet, la perception peut réaliser une table, une chaise, une tasse, etc., qui sont beaucoup plus que simplement un contour et une couleur. Donc, ça, c'est un grand débat, puisque les hindous, par exemple, certains hindous contre lesquels débat Chalad Al-Makiti, par exemple les Neyayika, ils vont dire que la perception directe, elle détermine ces objets, mais détermine presque conceptuellement. La perception directe peut déterminer ces objets dans le sens les conceptualiser. Et ça pose question parce que nous, on a toujours appris, justement, c'est pour ça qu'on a cette définition d'une perception directe, d'ailleurs, qui est quoi la définition d'une perception directe? Libre de conceptualisation. Pour la valide, de conceptualisation. Ouais, une cognition libre de conceptualisation et non erronée, ouais. Donc, libre de conceptualisation. C'est exactement pour ça que les grands maîtres comme Dignaga et Dharmakirti ont dit non, c'est libre de conceptualisation, une perception directe. C'est une cognition libre de conceptualisation en réaction au tenant hindou qui disait une perception visuelle peut déterminer conceptuellement son objet. Et ça pose question parce qu'en effet, on aurait tendance à aller dans le sens des Neyayika parce que qu'est-ce qui fait la différence entre simplement voir un contour et une couleur et percevoir une tasse? Pour dire c'est une tasse, en effet, pour le dire, le formuler, il faut la conception, ça c'est sûr. Mais sans dire ceci est une tasse, pour réaliser une tasse en tant que tasse, les Neyayika ont tendance à dire en effet, il faut une perception conceptuelle. Et là, les bouddhistes disent ah non, ça c'est pas possible. Il y a une transmission dans parce que l'enfant, il voit des traces et puis après, il peut dénommer si on lui transmet la chose. C'est-à-dire que ça, c'est la culture qui donne l'idée de tasse. Sans dénommer, il sait à quoi ça sert, même si c'est pas. Il sait à quoi ça sert, mais déjà savoir à quoi ça sert, c'est une manière de dénommer. C'est aussi le signifiant a un signifié là déjà. Et le signifié, c'est la fonction. Oui, c'est que même reconnaître la fonction d'un phénomène, c'est déjà, pour les Neyayika, c'est déjà conceptuel. Alors que Dharmakirti, non, la perception directe est stupide. Elle n'a aucun contenu informatif. C'est la conscience conceptuelle qui vient se rajouter
et donner un sens à tout ça et dire voilà la fonction de ceci et cela. Et c'est là où ça pose question, parce qu'après, quand on arrive chez les Gelupa qui réinterprètent un petit peu d'Armakiti en disant que la perception directe peut être un objet, pas uniquement une forme et un contour, ou pas uniquement un son agréable, désagréable, etc., mais reconnaître un discours, un chant, etc. Donc ça veut dire que notre conscience directe peut déterminer ces objets sans être conceptuelle. Et ça, c'est vraiment un trait de génie, parce que déterminer, réaliser, certifier, comprendre quelque chose n'implique pas nécessairement la conceptualisation. C'est ce que disent les Gelupa quand ils réinterprètent Acharya Dharmakirti. Ouais. Et ensuite, bon, ça, c'est quand ils interprètent le Sautrantika. Mais quand on va plus loin, quand on interprète le Prasangika du point de vue des Gelupa, on va dire qu'une perception directe peut être conceptuelle. Ouais. Oui. Là, ça coince, hein. Vas-y. Attends, comment elle peut être une conception directe, comment elle peut être conceptuelle en même temps, puisque la définition, c'est libre de conceptualisation. Ah, parce que la définition, c'est celle des Sautrantika, en fait. Hein. Donc, d'accord, ouais. il donne une autre définition, du coup. Oui, exactement. Okay. En fait, ils donnent la même définition, les Prasangika, ils vont dire que la définition d'une perception directe, c'est Topa Dandeshi Machu Erikpa. Ouais, c'est toujours la même définition. Mais ils vont interpréter Topa Dangel, donc libre de conceptualisation dans le sens libre de raisonnement. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire libre de raisonnement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on va penser à l'impermanence du son. On va dire le son est impermanent car il est produit. Là, c'est quoi? C'est une cognition valide inférentielle, ouais? Oui. Très bien. Donc, on a une inférence, une conscience, une cognition valide qui réalise l'impermanence du son directement produite en dépendance d'une raison, ouais? Une raison valide. Très bien. Oui. Donc, les moments subséquents, ensuite, on va penser toujours à l'impermanence du son, on y pense, on médite sur l'impermanence du son, encore et encore. Ces moments subséquents deviennent des perceptions directes. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres de conceptualisation. Ils ne sont plus des raisonnements, ils ne se fondent plus directement sur un raisonnement. Ouais. C'est la subséquence de l'inférentiel. C'est la subséquence de l'inférentiel qui est une conceptuelle directe. D'accord. Exactement. Ça, pour eux, c'est différent, oui, c'est ça. Ouais. La subséquence n'est pas pareille. Tout à fait, exactement. Tinpa, dans la définition pour les Prasangika d'une perception directe, donc ils vont dire libre de raisonnement et non erroné. Exactement. Non, mais ce qui m'interpelle, si effectivement c'est bien cela, c'est que moi j'ai toujours cru que tant qu'on n'avait pas eu la sagesse qui réalise le non-soi, de toute façon notre conscience conceptuelle était erronée. Oui, très bien, très bon argument. Oui, exactement. Donc comment est-ce qu'eux ils vont dire ça? Comment est-ce qu'ils vont dire ça? Parce qu'en effet, c'est libre de conceptualisation dans le sens où c'est libre d'un raisonnement. Mais en effet, tu as raison, n'importe quelle conscience autre qu'une perception directe de la réalité est nécessairement erronée. Oui. Donc en effet, ils ne peuvent pas le dire ça, non erroné. Exactement. Ah, il faut donc on l'enlève de la définition. Ok. Exactement. Donc finalement, donc la perception directe, c'est une conscience libre de raisonnement. Ouais, ils vont dire. Pour les Prasangika. Exactement. Ils vont dire toujours libre de conceptualisation, mais ils vont interpréter conceptualisation dans le sens raisonnement. Ouais. Voilà, d'accord. Exactement. Ok. Ouais. Donc oui, en effet, ils ne peuvent pas dire, ouais, très très bon argument, ouais, ils ne peuvent pas dire non erroné, parce que c'est nécessairement erroné. Si c'est conceptuel et si c'est pas une réalisation directe de la vacuité, c'est nécessairement erroné. Très bien, excellent. Waouh. Bravo. Et ben c'est génial. C'est génial. Donc, c'est en effet ça. Pour les Prasangika, en effet, une perception peut être conceptuelle. Elle peut être conceptuelle. Mais, et donc, ils vont l'appeler malgré tout une perception directe. Mais ce sera direct dans le sens où il n'y a plus le voile du raisonnement entre l'objet et la conscience. Il y a toujours le voile de la conception, hélas, mais il n'y a plus le voile d'un raisonnement. C'est-à-dire que le raisonnement, il a été fait au préalable. Génial, très bien. Donc j'essaierai de retrouver cette définition donnée par les Prasangika. Normalement, c'est dans Cutting Through Appearances.
et aussi peut-être dans How to Read Classical Tibetan, il faudra que je vérifie. Ok, très bien. C'est génial. Donc ça veut dire que vous suivez parfaitement. Si vous arrivez à trouver des contre-arguments, c'est que vous arrivez à suivre parfaitement. C'est très bon signe. Donc on a dit, en effet, on peut conceptualiser tout ce qu'on veut. On peut conceptualiser tout ce qu'on veut, on pourrait conceptualiser des non-existants. Et donc c'est pourquoi on est obligé de dire phénomène caché, ouais, chez les Sautrantika. Très bien. Et donc c'est là où Geshe-Dreyfus va en venir, c'est que n'importe quel objet de compréhension d'une conscience conceptuelle peut être n'importe quel existant, aussi bien permanent que impermanent. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Excellent. Très bien. Donc c'est pourquoi il y a la question qui vient après, page 82, qui dit sinon, ces objets sont conceptualisés, compris par la conscience conceptuelle, oui, et donc ils sont compris indirectement. Donc ça, c'est les Sautrantika. Étudiants, on peut donc dire qu'ils ne sont pas réels. Parce qu'en fait, lui, il a compris, l'étudiant, que si on conceptualise quelque chose, ce truc-là, ce phénomène en question, est nécessairement irréel. Vous seriez d'accord ou pas? Non, non, pas du tout. Ben, Non. C'est un existant. si, c'est l'image de l'existant qui est conceptuelle. Ah, Donc exactement. l'image est réelle, mais l'existant lui-même, il n'est pas réel pour la conscience conceptuelle. L'image de l'existant est réelle. Ah, oui. Alors, n'oubliez pas que chez les Sautrantika, on a les existants purs et durs, les réels, les swalakshana, les impermanents, les vérités ultimes. Et on a les permanents, les irréels, les sous-existants d'un certain point de vue, et qui sont des vérités conventionnelles. Ouais. Très bien. Et donc, on avait vu que quand on pense à quelque chose, le reflet conceptuel, c'est une généralité de sens. Ouais. Et c'est un phénomène généralement caractérisé. C'est permanent, c'est temporairement permanent. Ouais. Et donc, c'est irréel. Donc, Ouais. C'est fantomatique. Ouais. Par contre, ce à quoi on pense peut aussi bien être irréel que réel. Tout à Ouais. fait. Ça veut dire qu'on peut penser à l'espace. L'espace incomposé, c'est irréel. Ouais. C'est permanent, c'est irréel, c'est une vérité conventionnelle. Ouais. Et on peut penser à l'impermanence d'une tasse. On peut penser à une tasse, une personne, donc à des vérités ultimes. Et ça, c'est réel. Ouais. Ouais. Très bien. Donc ça veut dire que les objets d'engagement ou les objets de compréhension de la conscience conceptuelle peuvent aussi bien être réels que irréels, des vérités ultimes comme des vérités conventionnelles. Par contre, le reflet conceptuel, lui, est nécessairement une vérité conventionnelle. Ouais. Ouais. Ça va? Ça parle à tout le monde? Ouais. Waouh! Excellent. Excellent. Donc ça, c'est toujours cette dichotomie entre les deux vérités, entre vérités ultimes, les réels, les impermanents, et les vérités conventionnelles, les permanents, les irréels. Ouais. Très bien. Donc lui, c'est pourquoi il dit non, non, non. Comme disait Christine. Non, non, non. C'est Christine qui disait non, hein, qui n'était pas d'accord. Ouais. Ok. C'est un point judicieux, mais ils sont compris indirectement par une conscience conceptuelle. Cette conscience conceptuelle comprend par l'intermédiaire d'une représentation conceptuelle qui, elle, est irréelle. Ouais. L'objet lui-même peut être réel. C'est-à-dire que si on pense à une tasse, cette tasse est bien réelle. Mais il n'est pas compris directement par la conception. C'est pourquoi il est dit caché. Hein, c'est ce qu'on a dit, phénomène caché égale existant. Ouais. Ouais. Il n'est compris qu'indirectement par l'intermédiaire d'une représentation irréelle. Ouais. Et donc l'étudiant, par exemple, a un raisonnement, la réponse, c'est-à-dire que lorsque vous raisonnez sur l'impermanence, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas, vous n'avez pas directement accès à l'impermanence. C'est indirect. Ouais. Vous réfléchissez au moyen de concepts, au moyen de représentations conceptuelles, ce que la tradition appelle dunchi. Dunchi, oui, dunchi. C'est pareil que précédemment, il disait tunchi, mais c'est dunchi. Dun, ça veut dire le sens. Chi, ça veut dire la généralité. Ouais. Okay. Le sens généralité ou la généralité de sens est une représentation conceptuelle. Quand, par exemple, vous pensez à l'impermanence, vous pensez que les choses se transforment, mais vous ne voyez pas directement cette transformation. Elle est conceptualisée par l'intermédiaire d'une représentation conceptuelle. Dans votre esprit, à ce moment, l'objet direct est la représentation conceptuelle qui est irréelle. C'est la même chose que dans le reflet, dans le miroir. Dès qu'on pense à quelque chose, c'est comme si le truc se reflétait dans un miroir. Ça veut dire que
l'objet direct, l'objet apparent, c'est le reflet du truc, et l'objet d'engagement, l'objet compris, c'est le truc lui-même qui se reflète dans le miroir. Ouais. C'est la même chose ici. Donc, dans votre esprit, à ce moment, l'objet direct est la représentation conceptuelle qui est irréelle. L'objet indirect, c'est la transformation elle-même, l'impermanence, qui est bien réelle. Mais vous ne la percevez qu'indirectement. Les choses, si vous voulez, se transforment, mais vous ne les percevez pas directement, à cause de la conception. À cause de la conception. La seule façon que vous ayez de les percevoir au début, c'est par l'intermédiaire d'une représentation irréelle. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. C'est juste une autre façon de formuler ce qu'on a dit. Maintenant, la question que je n'ai pas oubliée, comment passe-t-on de la représentation irréelle à la représentation réelle? Je n'ai pas oublié votre question. Comment on y passe? Comment est-ce qu'on passe d'une représentation irréelle à une perception directe réelle? Très bien. Et il y a un étudiant, pour lui, ça se mélange un peu, mais ça c'est normal, ça nous arrive à tous. Ça se mélange dans ma tête avec l'enseignement d'hier. L'enseignement d'hier, c'était que l'objet direct d'une conception et donc d'une inférence, en fait, une inférence, c'est pas nécessairement, une conception n'est pas nécessairement une inférence. Ouais. Une inférence est nécessairement une conception. Voilà, mais une inférence est nécessairement conceptuelle. Ouais, très bien. Donc c'est juste un petit détail. Très bien. Donc il disait. Shinba, excuse-moi, on peut me réexpliquer ce que c'est que l'inférence? Oui, exactement. C'est quoi la définition d'une cognition valide inférentielle? C'est qui est produite en raison de sa, je sais pas comment on appelle ça, de sa condition qui est une raison valide. Oui. C'est une cognition qui est produite, c'est une cognition conceptuelle qui est produite en fonction de sa raison valide, qui est produite directement par sa raison valide. Exactement, tout à fait. Donc en fait, c'est ça que ça veut dire une déduction. Une déduction, un raisonnement logique, etc. Une inférence, c'est ça. On infère quelque chose, on déduit quelque chose, ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas nécessairement une conception. Alors en fait, elle-même, elle est nécessairement une conception, parce qu'elle est conceptuelle, on infère, on déduit logiquement, on raisonne, mais Ouais. une conception elle-même n'est pas nécessairement une inférence. Par exemple, si en ce moment si on pense à corne de lapin, ou si on pense à nos chaussures, est-ce qu'on raisonne? Non. Pas Non. du tout. Ah oui, d'accord, ok, c'est d'accord. l'image. Donc, ouais, parce que c'est vrai que moi, dans conception, pour moi, il y avait automatiquement mes raisonnements, mais c'est pas juste. Ok. Ah, C'est une image irréelle de l'objet. C'est comme ça qu'il faut que je le exactement. prenne. D'accord. Tout Et à quand fait. il y a inférence, ça veut dire qu'il y a raisonnement, il y a Voilà. déduction. Il y a rien. D'accord, Exactement. ok. C'est tout à fait ça. Ok, je Eh comprends. bien, Merci. excellent. Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on raisonne, on emploie nécessairement des concepts, mais si on emploie des concepts, on raisonne pas nécessairement. On peut juste penser à un truc, puis après penser à un truc, puis etc., etc. Par exemple, quand on rêvasse un peu, on pense à ceci, on pense à cela, etc. Donc on a des concepts, mais il n'y a pas nécessairement de raisonnement, de syllogisme, etc. Ouais. Très bien. Très bien. Donc il dit donc l'enseignement d'hier, c'était que l'objet direct d'une conception est une représentation irréelle. Donc c'est l'objet apparent. Ici, objet direct et objet apparent, c'est pareil. Hein, c'est ce qui se manifeste directement à la conscience, mais que cette représentation nous donne indirectement accès à l'objet. Exactement comme quand on regarde dans le rétroviseur, on regarde la route de derrière. Donc dans le rétroviseur, qu'est-ce qui est réalisé par notre conscience quand on regarde dans le rétroviseur? C'est la route. Ouais. Et ce qui apparaît directement à notre conscience, c'est le reflet de la route dans le rétro. Ben là, c'est la même chose avec la conscience conceptuelle. Donc, lorsqu'on comprend l'impermanence, donc on le comprend intellectuellement, on comprend l'impermanence qui existe réellement, mais on ne la comprend pas telle qu'elle existe. Parce qu'on la comprend indirectement. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais. Très bien. Très, très bien. Oui. Ben, c'est la même chose avec le rétro. Quand on regarde la route dans le rétro, qu'est-ce qui se passe? La route, ouais, on voit la route s'éloigner, exactement. Donc c'est bien la même chose. On voit la route s'éloigner. Okay. Ben, on voit l'image de la route, mais on ne voit pas la route. Ouais, exactement. Exactement. C'est-à-dire que directement, on voit l'image, mais indirectement, on voit quand même la route. En effet, c'est bien la route qu'on voit. Mais indirectement, ouais, par ricochet, on pourrait dire. Ouais, ça va? Ok, très bien. Très, très bien. Et donc l'étudiant dit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent la comprendre directement, l'impermanence? Et là, lui, il dit ça, c'est la question à 100 000 francs. Donc c'était à l'époque où on parlait encore en francs.
du passage de la conception à la perception. Et c'est le rôle de la méditation, évidemment. C'est en effet la question importante. Donc ça, c'est une question très, très importante parce que c'est ce qui va diviser certains courants de pensée. C'est-à-dire que certains disent, par exemple, à l'époque, au Tibet, je voulais juste corriger un truc par rapport à Dharmotara, c'est pas 12e siècle, c'est 8e siècle, mais c'était juste un petit détail. Mais au Tibet, justement, à l'époque, vers le 8e siècle, quand le premier monastère a été établi, le monastère de Samye, il y avait plusieurs ailes dans ce monastère, il était construit un peu comme un mandala, et dans l'une des ailes, il y avait des pratiquants chinois qui étaient les détenteurs du Chan, l'ancêtre du Zen. Et donc, parmi eux, l'un des pratiquants, Hashang Mahayana, avait une vue très, très spéciale du Chan. Ce n'est pas nécessairement la vue du Chan elle-même, il avait une interprétation spécifique du Chan. Il disait en fait que la conceptualisation d'emblée, elle est erronée, et donc si elle est erronée, elle est fausse, elle ne sert à rien. C'était son point de vue à lui, ça veut dire qu'il prônait un genre de non-engagement mental, sem-mitroa, une forme de non-engagement, d'implication mentale. Ça veut dire qu'il disait, vu que la vacuité est au-delà de la conceptualisation et de l'expression, comme dans l'hommage au Sutra du cœur, quand on dit Ma San Dieu Meshira Parochin, quand on dit je rends hommage à la mère de tous les vainqueurs qui est inconcevable et inexprimable, lui, il le prenait au sens littéral. Ça veut dire que ça ne sert à rien de penser à la vacuité, parce que de toute façon, elle dépasse les concepts. Ouais. Et donc, ça ne sert à rien de raisonner. De toute façon, ce n'est que antiproductif que de raisonner. Il faut se passer de la conceptualisation d'emblée pour essayer de réaliser la vacuité. Et donc, il prenait l'exemple d'un nuage. Il disait ce qui empêche le ciel de rayonner, le soleil de rayonner, que ce soit des nuages blancs ou des nuages gris, ça revient au même, il ne faut pas de nuages du tout. Donc, qu'on ait des pensées vertueuses ou, comment dire, qui pointent du doigt vers une certaine réalité ou des pensées complètement à côté de la plaque, pour lui, c'est des pensées, de toute façon, il faut s'en passer. Donc, ça, c'est comment dire, la vue principale à laquelle va s'attaquer la Matsongkhapa. Mais il y en a plein de nos jours des gens qui pensent comme ça. Des gens qui pensent qu'il ne faut surtout pas réfléchir, parce que de toute façon, c'est contre-productif. La réflexion n'amènera jamais une cognition valide. Il n'y a que la perception directe qui est valide. Il y a des gens qui peuvent penser ça. Et donc, nous, on dit, en effet, il faut passer dans la tradition indo-tibétaine, parce que ce n'est pas que chez les Gelugpa, hein, chez les Indiens aussi, il y avait ça. Par exemple, la Kamalashila, le Bouddha lui-même. Le Bouddha lui-même dit dans le chapitre Mahakashyapa, il dit que la conceptualisation, c'est, par exemple, vous avez deux morceaux de bois à cause du vent. À cause du vent, deux morceaux de bois vont se frotter l'un contre l'autre. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une flamme qui va les consumer totalement. Ouais. Ça, vous avez tous vu ça dans Koh Lanta ou ailleurs. Vous avez tous vu ça. C'est que si on frotte deux morceaux de bois, donc avec le vent, ça semble un peu, il faut vraiment du sacré bourrasque, mais vous comprenez le sens de ça. Ça veut dire que les morceaux de bois qui se frottent l'un contre l'autre, c'est la tectonique conceptuelle. C'est-à-dire qu'on emploie les concepts les uns avec les autres, etc. On raisonne, ça engendre le feu de la sagesse. Ce feu de la sagesse va consumer totalement le bois. Ouais. Et bien là, c'est le même principe. Ça veut dire que les concepts peuvent être utilisés d'une certaine manière pour pas pour se faire des nœuds au cerveau, parce qu'il y en a qui pensent ça, il y en a qui disent c'est juste pour réfléchir ou se faire des nœuds au cerveau. C'est pas du tout le cas. C'est pour essayer de certifier une certaine réalité. Et donc cette certification d'une certaine réalité, normalement, à un moment donné, doit dépasser les concepts, doit engendrer la clarté de la sagesse qui consume totalement les concepts. Ouais. C'est ce que dit Shantideva dans le 9e chapitre, dans la strophe 34. Ça veut dire qu'il dit à un moment donné, quand ni réalité ni non-réalité ne sont plus appréhendées par l'esprit libéré des concepts s'apaise. Donc c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un raisonnement conceptuel extrêmement élaboré, extrêmement sophistiqué ou de plusieurs raisonnements, etc., on certifie une réalité. Cette certification va finir par consumer totalement les concepts. Et donc, il y en a qui disent, autant commencer tout de suite par consumer les concepts. Et comme ça, voilà. Et donc, ça, c'est ce que disait Hashang Mahayana. Et la Matsongkhapa a dit, non, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire les choses dans l'ordre.
c'est cette certification qui doit contrecarrer, éliminer les concepts. Et c'est exactement ce que fait Arya Nagarjuna. C'est pour ça qu'il a ces traités dialectiques. Pourquoi il emploie la dialectique, le raisonnement, justement pour, au bout d'un moment, consumer le raisonnement. Et donc, c'est la question à 100 000, comme dit Geshe Dreyfus. Il dit comment est-ce qu'une conscience conceptuelle peut engendrer une conscience non conceptuelle? Est-ce que ça revient au même que l'obscurité puisse engendrer la lumière, par exemple? On peut imaginer que si on accepte qu'on passe de la perception à la conception, cette même voie puisse être forcée par la conception pour aboutir à la perception. On peut imaginer quelque chose comme ça. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais on peut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément inimaginable, qu'il y a une espèce de forçage du chemin par la conception pour aller vers la perception. Ce n'est pas inimaginable du tout. Mais est-ce que c'est parce qu'on nous apprend quand on nous dit que quand on veut méditer sur un point pour finir par le réaliser, on démarre par une méditation analytique pour après avoir une réalisation directe de ce point-là, c'est la concentration à un point. Donc là, on passe de la conception à la perception. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en effet, vous avez raison, on peut passer d'une perception à une conception et on peut passer d'une conception à une perception. Mais certains vont dire, mais c'est comme si on passait de l'obscurité à la lumière, comme si l'obscurité était la cause de la lumière et la lumière est la cause de l'obscurité. Parce qu'en effet, on pourrait dire qu'on a ces deux outils dans la conscience, l'outil perceptuel et l'outil conceptuel. C'est comme si on avait deux outils, un couteau et une fourchette. On peut très bien utiliser d'abord le couteau et ensuite la fourchette, ou on peut utiliser la fourchette et ensuite le couteau. Mais aucun des deux n'est la cause de l'autre. Non. Mais sauf qu'ils sont indissociables. Oui. En tout cas, c'est une hypothèse qui semble prouvée par des expériences. Oui, tout à fait. En effet, ça c'est un bon argument. Ça veut dire que certains, du point de vue de leur expérience, peuvent dire, mais si, on peut passer d'une conception à une perception. Exactement, tout à fait. Mais si je me fais l'avocat du diable, l'avocat de Hacham Mariana, qui n'était pas le diable, mais sa vue est comme le diable pour la Matsongkhapa. Si je me fais l'avocat du diable, je vais dire oui, mais c'est comme ces deux outils, le couteau et la fourchette. On peut passer du couteau à la fourchette, utiliser d'abord le couteau puis la fourchette, ou utiliser d'abord la fourchette et ensuite le couteau, mais aucun des deux n'est la cause de l'autre, puisqu'ils coexistent. Ouais. C'est-à-dire que si vous pensez à une tasse et que vous conceptualisez cette tasse, vous avez en même temps une perception et une conception, vous êtes d'accord, du même objet. Et donc, si les deux coexistent, comment est-ce qu'ils peuvent être cause l'un de l'autre? Oui, c'est ça. En tout cas, le mode d'action, on ne peut pas le connaître. Hein. Oui. Comment est-ce que deux phénomènes qui coexistent peuvent être cause l'un de l'autre? Donc, si on se dit, bah non, s'ils coexistent, ils ne peuvent pas être cause l'un de l'autre, ça veut dire que c'est deux outils différents. Ça veut dire qu'on a le couteau et on a la fourchette, et pour des gens qui sont extrêmement habiles, ils pourraient utiliser que la fourchette et laisser tomber le couteau de la conceptualisation. On pourrait utiliser que la perception. Le couteau de la conceptualisation ne servirait à rien presque. Oui. Ouais. Hein? Mais oui, c'est vrai, oui. Dans la plupart des cas, c'est vrai, mais ça n'exclut pas que ça soit possible aussi peut-être dans des cas extrêmes, dans des cas très rares. Oui. Ouais. Ça veut dire que là, le souci de la question ici, c'est, imaginons qu'on ait une fourchette en bois et un couteau en métal. Et donc, la fourchette en bois, c'est, on va dire, dans ce cas-là, on va dire, allez, c'est la conception, la conceptualisation. Et le couteau en métal, ça va être la perception directe. Et la question, c'est est-ce que une fourchette en bois peut être la cause substantielle d'un couteau en métal? Ah oui, non, pas possible. Pas possible. Et donc, c'est toute la question ici. C'est-à-dire que pour Hacham Mariana, ce n'est pas possible. Il faut garder dès le départ le couteau en métal. Parce que la conceptualisation, elle ne peut pas engendrer une perception directe. Et nous, on dit si, dans la tradition indo-tibétaine, on dit si il est possible de passer d'une conception, sur la voie de préparation par exemple. Sur la voie de préparation, on pense à la vacuité ou au non-soi, par exemple, chez le Antika. Et ensuite, il est possible
Oui, il est possible qu'il ait vu quelques rares exemples où le couteau en métal était suffisant, mais il en fait une généralité, ce qui n'est pas forcément une loi générale. Oui, Il exactement. semble que l'autre soit plus plausible sur le plan général. Oui. Donc, ce que nous, on va dire dans la tradition indo-tibétaine, et c'est ce que dit d'ailleurs le Bouddha lui-même hein, dans le chapitre à Mahakashyapa, quand il dit les deux morceaux de bois s'enflamment et la flamme va consumer les deux morceaux de bois. Oui, c'est Donc, ça. c'est-à-dire que la conscience conceptuelle va engendrer une sagesse cette sagesse va consumer les concepts totalement. Elle va devenir forcément une sagesse directe. Ouais, vous êtes d'accord? Tout à fait. Donc, ce qu'on va dire, c'est que les atomes de la fourchette en bois peuvent devenir les atomes du couteau en métal. Ça veut dire que quand on a une conscience conceptuelle, cette conscience conceptuelle peut se transformer en conscience directe. Pourquoi? Parce que c'est toujours de la nature de la conscience. Mhm. Ouais. Oui, bien Et sûr. Oui. Lama Tsongkhapa C'est prend un autre exemple. Ouais. C'est Lama alchimique, Tsongkhapa, ça, oui. c'est quoi? C'est alchimique, ton Oui, raisonnement. oui, c'est tout à fait ça. Et Lama Tsongkhapa prend un autre exemple. Il dit par exemple, en ce moment, je suis un être ordinaire, je suis un être contaminé, etc., etc. Un jour, je deviendrai un Bouddha. Pas un être ordinaire, je deviendrai un Bouddha qui est un Arya, qui est non contaminé, etc. Ça veut dire que moi, en tant qu'être conscient, ordinaire, etc., je suis la cause de ce Bouddha que je deviendrai à l'avenir. Et donc, ça veut dire que une cause contaminée, ordinaire, peut devenir la cause d'un effet non contaminé et non ordinaire. Ouais. Mhm. Si ce n'était pas possible, aucun être ne pourrait devenir un Bouddha. Aucun être ordinaire contaminé ne pourrait devenir un Bouddha non contaminé et non ordinaire. Ouais. Oui. Ok. Et tout ceci, et tout ce qu'on fait ne servira à rien en fait. Exactement. Tout à fait. Il vaudrait mieux rester couché au C'est ça. lit, sous la couette, pas se prendre le chou et étudier les deux vérités, etc., etc. Donc c'est ça qui est Oui, oui. intéressant. C'est ça qui est intéressant. Son exemple, il est imparable. Imparable. Parce que, en effet, l'être ordinaire et l'être qui est un Bouddha sont de nature presque antinomique. D'un certain point de vue, ils sont antinomiques. Ça veut dire que ce qui est contaminé est la cause de ce qui n'est pas contaminé. Ouais. Oui, oui. Ce qui est la cause de ce qui n'est pas contaminé, c'est la décontamination. Oui, exactement. Et donc, c'est la décontamination. Oui. Il faut que cette décontamination soit associée aux contaminations à décontaminer. Mais la nature de Bouddha, c'est permanent. L'absence des contaminations, c'est quelque chose qui existe de façon permanente. Alors ça, c'est intéressant. C'est très bien comme argument parce que ça, c'est uniquement chez les Prasangika. Chez les Prasangika ou les Madhyamika en général, c'est que il y a deux aspects de la nature de Bouddha. Il y a la nature de Bouddha naturellement présente, qui est permanente, et la nature de Bouddha à développer, qui, elle, est nécessairement impermanente. Ouais. Absolument. Ouais. Ouais. Donc chez les autres, par exemple, chez les Chittamatrins ou les Sautrantika, etc., ils vont dire que c'est plutôt des graines. Et les graines sont nécessairement impermanentes. Ouais. Donc ces graines, ces graines, elles sont impermanentes. Chez les Prasangika, on va dire, si on choisit que les Prasangika, en effet, la nature naturellement présente est permanente. Donc si elle est permanente, comment est-ce qu'elle peut se transformer en le Swabhavikakaya, par exemple, le corps d'un cité? Parce que c'est une obtention, c'est quelque chose que l'on obtient par le fait d'éliminer le karma, enfin les afflictions. Exactement, tout à fait, exactement. Donc en effet, en fait, c'est une obtention. Oui, exactement, c'est une obtention. Et la nature de Bouddha naturellement présente n'a jamais été foncièrement contaminée puisqu'elle est permanente. Oui. C'est l'incité de l'esprit associé aux souillures, etc. Et donc en effet, c'est permanent et ça n'a jamais été entamé par les souillures. Et ce qui doit se développer, la nature de Bouddha qui doit se développer, ça, c'est associé aux souillures, par contre aussi. C'est associé aux souillures, mais
comme on l'a dit, en fait, les souillures ne peuvent pas entamer la nature de l'esprit. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas entraver foncièrement la nature de l'esprit. Ouais. C'est aussi idiot que de dire le linge sale est la cause du linge propre, quoi. Oui, exactement. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pas entendu ce que Dominique a dit. J'ai entendu le linge propre, mais j'ai pas bien entendu le début. J'ai dit c'est aussi idiot que de dire le linge sale est la cause du linge propre. Oui. Ok, ouais, bien sûr. Ouais. C'est le lavage qui est la cause du linge propre. Mais oui. Et en même temps, le linge propre, il y était avant le linge sale. Voilà. Mais oui, il y est fondamentalement, évidemment. Oui. Et d'un certain point de vue, est-ce que sans linge sale, oui, Bernard? Non, la nature de Bouddha, tu l'as automatiquement. Et alors, évidemment, ce raisonnement, ça va nettoyer, ça va limer les fautes, et puis par raisonnement et par imitation, on va approcher de cet état. C'est une manière d'approcher par imitation et par élimination. Oui. C'est une lessive à enzymes. Voilà. Oui. Et donc, si on avait uniquement que de la lessive, par exemple, si on avait que de la lessive, est-ce que cette lessive serait la cause d'un linge propre? Ben non, il faut laver. Voilà, il faut laver frotter. Quoi? Il faut laver, il faut frotter, il faut frotter, oui. Le linge propre, il faut laver le linge. Frotter le linge sale. Il faut frotter le linge sale pour obtenir le linge propre qui a toujours existé. Oui, d'un certain point de vue, potentiellement, il a toujours été propre, d'un certain point, potentiellement. Parce que s'il avait toujours été propre, il n'y aurait pas besoin d'employer la lessive, etc. Ouais. Oui, non. Oui, mais fondamentalement, il est propre avec des taches. Oui, il est propre avec des taches. Donc, quand on ira au pressing et qu'on va nous rendre une nappe propre avec des taches, voulez-vous me laver mon linge propre, s'il vous plaît? Voulez-vous me laver mon linge propre? Donc, en effet, ça dépend de quoi on parle, en fait. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de cette nature foncièrement pure de l'esprit, etc., en effet, il n'y a jamais vraiment eu quoi que ce soit à nettoyer. Mais d'une manière très temporaire et très basique, on peut dire qu'en effet, sans linge sale, on ne peut pas obtenir du linge propre. Donc, il faut quand même qu'au départ, on ait du linge sale. Si on n'a rien à donner au pressing, on ne va pas pouvoir récupérer quoi que ce soit. Ouais. Et au début, plus on le lave, plus il paraît sale. Oui, oui aussi. Oui, exactement. Donc, en effet, c'est tout ce principe-là. C'est exactement cet exemple-là donné par Lama Tsongkhapa. Ça veut dire que les êtres ordinaires donnent des Bouddhas. Et donc, ces êtres ordinaires sont la cause des Bouddhas. Et donc, parce que les êtres ordinaires sont désignés en dépendance d'agrégats contaminés. Nos agrégats sont contaminés pour l'instant. Ouais. Et donc, ça donnera des agrégats non contaminés. Et donc, ça veut dire que la conscience conceptuelle peut très bien donner une conscience non conceptuelle. Ouais. C'est le même principe. Une conscience contaminée par la conception, la conceptualisation, qui est nécessairement erronée, etc., peut déboucher sur une conscience qui n'est pas erronée, qui n'est pas contaminée, etc., etc. C'est le même principe. Ouais. Tout à fait. Excellent. Et donc, c'est le raisonnement qui est là. Très bien. Et donc, c'est lui ce qu'il dit, c'est en effet une question très importante. Ensuite, un étudiant dit, on dit souvent que les enseignements du Bouddha sont acceptés quand ils sont démontrés être purs de 3 façons. Est-ce en rapport avec les 3 critères? Oui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais. On avait dit que pour qu'une écriture fasse autorité valide pour décrire un phénomène extrêmement caché, comme la perception mentale directe qui fait suite à une perception directe, etc., il faut que cette écriture échappe à 3 contradictions. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Très bien. Donc oui, il dit, oui, c'est la même chose. Les enseignements sont acceptés lorsqu'ils sont dits purs sur la base d'une investigation qui comprend expérience ou perception, inférence, raisonnement et validité vis-à-vis de l'écriture elle-même. L'idée est que n'importe quel enseignement doit être soumis à l'examen critique. Si c'est un enseignement qui concerne l'évident, il pourrait être perçu comme vrai par l'expérience même. Ça veut dire que si je sais pas moi, une écriture dit le bleu n'est pas rouge, on pourra regarder directement, en effet, le bleu n'est pas rouge, etc. Par exemple, si c'est un enseignement qui concerne la souffrance de la souffrance, donc la souffrance grossière, c'est quoi? Parmi les 3 types de sensations? C'est la souffrance qu'on a comme ça, quoi. Oui. Quand j'ai mal aux dents. Désagréable.
Voilà, sensation désagréable, Et- ouais, très bien. Exactement. Ou la souffrance du changement. La souffrance du changement, c'est quoi parmi les 3 types de C'est souffrance? agréable. Agréable. Exactement. C'est sensations agréables contaminées, exactement. Très bien. C'est quelque chose que l'on peut vérifier par sa propre expérience, quoique la souffrance du changement soit plus difficile. Dans ce cas, le premier moyen d'investigation nous permettra de comprendre la validité de cet enseignement. Les 2 autres moyens ne feront que confirmer ce que nous montre l'expérience. Par contre, il y a des enseignements que l'on ne peut pas comprendre uniquement par l'expérience, mais qui nécessitent le raisonnement. L'enseignement du 3e niveau de souffrance, l'enseignement de l'impermanence, de la vacuité, etc. Ouais, ça veut dire que la souffrance inhérente au conditionné, par le raisonnement, c'est difficile aussi d'y avoir accès. Il faut vraiment raisonner à fond les ballons. Donc, il faut essayer de trouver la validité des 4 nobles vérités, etc. Et là, ça demande beaucoup de boulot. Mais sinon, on peut faire une inférence sur la base des Écritures, se dire si le Bouddha a eu raison sur les phénomènes évidents, sur les phénomènes semi-cachés comme la vacuité, l'impermanence, etc. Il a certainement eu raison aussi sur la souffrance la plus subtile, ouais. Surtout si on accepte que cette souffrance la plus subtile, c'est cette privation fondamentale de liberté à cause de notre saisie d'un soi, etc., qu'on explique sa sainteté. Dans ce cas-là, on comprend en effet la validité de cet enseignement. Donc ce sont des enseignements qui seront compris comme valides parce qu'ils ne contredisent pas l'expérience, mais aussi et surtout parce qu'ils peuvent être vérifiés par le raisonnement. J'entends ici le raisonnement qui procède par la force des faits. Parce qu'il y a plusieurs raisonnements, sur la force des faits, raisonnement sur la force de ce qui est communément établi, et le raisonnement qui se fonde sur les Écritures. Et puis, il y a des enseignements qui ne peuvent pas être vérifiés par ces 2 premiers moyens. Cela ne suffit pas. Il faut un 3e moyen, un enseignement qui ne peut être compris que sur la base d'un témoignage qui ne contredit ni l'expérience ni le raisonnement, et qui fait partie d'un corps d'enseignement qui a été établi comme valable en général. Il s'agit de 3 moyens d'investigation que l'on doit appliquer à chaque enseignement. Dans le cas d'un enseignement sur le karma, ce n'est que par le 3e moyen que l'on pourra comprendre. Très bien. OK. Donc ça, c'est juste un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce qu'il vous reste encore un peu de temps? Ah ouais? Ouais. Oui. Très bien. On va essayer de continuer sur le passage qui suit. Est-il également clair que lorsque la conception comprend les choses, lorsque par exemple l'inférence comprend l'impermanence, l'objet direct est quelque chose d'irréel et l'objet indirect est quelque chose de réel? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, ça c'est clair. Ouais. Pour tout le monde? Oui. Ouais. OK. Génial. Waouh. Oui. Waouh. Alors là, je suis vraiment admiratif. Excellent. Très bien. Donc ceci est important à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on comprend l'impermanence du verre, on la comprend indirectement, quand c'est conceptuel. On comprend l'impermanence qui est réelle, mais on ne la comprend pas telle qu'elle existe. On la comprend par l'intermédiaire d'une représentation conceptuelle qui, elle, n'est pas réelle. Indirectement, on a accès au réel, mais par l'intermédiaire de cette représentation indirecte. C'est pour ça qu'il y avait ces débats sur l'intérêt de la conceptualisation, puisqu'elle est erronée, elle est que indirecte, etc. Ça ne sert à rien de réaliser les choses de manière conceptuelle. Et nous, on dit, bah oui, mais c'est comme regarder notre visage dans le miroir. En effet, ce n'est pas le visage qui est dans le miroir, c'est le reflet du visage dans le miroir. Malgré tout, c'est quand même très pratique pour se raser. On arrive à certifier l'existence du visage lui-même grâce au reflet. Le reflet n'est pas le visage, mais il mène vers ce visage, ouais. Il le fait très très bien. Très bien. Ok, donc là, il y a une petite coquille dans le texte qui suit, à la seconde phrase. Donc là, il dit, ok, l'objet direct de la conception, donc l'objet apparent ou l'objet direct, c'est pareil, l'objet direct de la conception, est le samanya lakshana. C'est le phénomène généralement caractérisé, ouais. C'est le reflet conceptuel. Et l'objet direct ou l'objet apparent de la perception est le swalakshana, ouais, la vérité ultime, l'impermanent, etc., etc. Ensuite, il y a marqué la perception, mais il faut dire la conception. Il faut corriger là. Ah oui, d'accord. Ouais. La conception a accès indirectement au swalakshana. Indirectement seulement, ouais. Parce que la perception, elle y a accès directement, ouais. Oui. Ok. Très bien. Donc là, c'est une petite coquille, c'est pas très grave.
Très bien. Donc la conception a accès indirectement au Swalakshana, indirectement seulement. C'est exactement comme avec le miroir, on a accès au visage de manière indirecte. Très bien. L'exemple qui est donné est un exemple difficile à comprendre, c'est celui de deux sortes de lumière. Imaginez que vous ayez un joyau dans une chambre et que celui-ci émette de la lumière. Vous vous trouvez dans une partie de la pièce d'où l'on ne puisse pas voir le joyau lui-même et d'où l'on ne voit que la lumière. Donc c'est un petit peu, imaginons, je ne sais pas moi, quelqu'un qui regarde par le trou de serrure et qui voit quelque chose de lumineux, il voit juste un rayonnement lumineux. Et donc, est-ce que c'est un joyau ou est-ce que c'est une lampe? Et donc ça c'est intéressant. Par l'intermédiaire de la lumière, on peut trouver le joyau. Par contre, s'il s'agit d'une lumière provenant non pas du joyau mais d'une lampe, on ne pourra pas trouver le joyau. C'est-à-dire que on pourrait dire si par exemple on regarde la Lune, on regarde le rayonnement de la Lune et qu'on dit c'est la Lune qui rayonne elle-même, on va se tromper parce que c'est pas la Lune qui rayonne, c'est le Soleil qui rayonne sur la Lune. Ouais. Si on dit ce qui produit cette lumière, c'est la Lune, ça veut dire qu'on est dans une cognition fausse. Ouais. Par contre, si on dit ce qui produit cette lumière, c'est le Soleil, à ce moment-là, on est dans une cognition valide. Ouais. Oui. En dépendance de cette lumière, on peut certifier la validité d'un astre. On peut, en dépendance de cette lumière, certifier la validité de ce qui projette cette lumière ou être complètement à côté de la plaque. Ouais. Ouais. Mais c'est pareil pour la conceptualisation. La conceptualisation, c'est comme la lumière, en dépendance de laquelle on va essayer de trouver un objet. Mais si la lumière, on est persuadé que cette conceptualisation renvoie à quelque chose de faux, à ce moment-là, cette conceptualisation est fausse. Et si cette conceptualisation renvoie à quelque chose de vrai, elle est valide. Elle continue d'être erronée, puisque la lumière de l'astre n'est pas l'astre lui-même. Ouais. Elle continue d'être erronée, mais elle est valide si elle se dirige correctement vers la source de cette lumière. Ouais. Oui. Donc l'exemple en général, c'est ça, c'est qu'on regarde par un trou de serrure et on voit un rayonnement lumineux dans une pièce et on dit ok, c'est le rayonnement du joyau. Dans ce cas-là, c'est valide. Si on dit c'est le rayonnement du joyau alors que c'est le rayonnement d'une lampe, là, c'est totalement faux. C'est le même principe, ouais. C'est de cette façon que les conceptions se relient indirectement à la réalité. Indirectement, elles ont un accès au réel et donc ce sont des conceptions vraies, on peut dire des conceptions valides. Oui, on pourrait dire des conceptions valides. Les conceptions fausses n'ont accès à rien. Si vous prenez la lumière de la lampe pour celle du joyau, vous n'arriverez pas à trouver le joyau. Ouais. Par la lumière du joyau, qui est vraiment un joyau, donc le joyau qui est vraiment un joyau, vous trouverez le joyau. C'est un exemple de l'accès indirect de la pensée à la réalité. C'est exactement le même principe que dans le zen, par exemple, on dit le doigt n'est pas la lune, mais si on montre la lune du doigt, on indique la lune du doigt et que la personne regarde le doigt, l'index et pas la lune, dans ce cas-là, cette personne se trompe. Ouais. Et si cette personne regarde bien vers la lune grâce à la désignation qu'on fait, dans ce cas-là, c'est OK. Donc, ça veut dire qu'en effet, l'index ne sera jamais la lune, mais il peut pointer du doigt vers la bonne direction. C'est pareil pour la conceptualisation. La conceptualisation ne sera jamais l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire que l'impermanence est une conceptualisation. Jamais. L'impermanence n'est pas un concept. L'impermanence n'est pas un phénomène irréel, etc. L'impermanence est un vrai existant, impermanent, une vérité ultime, etc. Et la conceptualisation de l'impermanence ne sera jamais une vérité ultime. C'est toujours une vérité conventionnelle. Mais elle peut mener vers le bon objet. Ouais. Oui. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui, à la condition qu'on puisse se déplacer dans la pièce pour aller vérifier. Parfait. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, on va se dire, OK, le rayonnement vient du joyau, etc. On ne doit pas s'arrêter à ça. On doit vérifier au bout d'un moment directement. Ouais. Oui. Et ben, c'est le même principe pour la perception yogique. Ça veut dire qu'en effet, on ne s'arrête pas à une compréhension intellectuelle. OK, on va bientôt terminer. On va bientôt terminer. Merci, Jordan. On ne s'arrête pas à une perception, à une conception. On doit déboucher sur une perception directe. Ouais. Voilà tout le monde? Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Et donc, c'est pourquoi on a toutes ces décortications, on essaie d'analyser, de réfléchir, de raisonner, etc., dans la tradition indienne et tibétaine, parce que justement, c'est pour essayer, au bout d'un moment, de clarifier les choses et d'arriver à une perception directe.
D'où l'importance des débats, des raisonnements, etc. Et d'où l'importance du cours à 15 heures sur les débats. Ouais. Ok. Ouais, bon. Génial. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. Merci Dilba. Merci À Dilba. Merci à plus, tous. ouais. À tout à l'heure. merci. Ou À tout à l'heure. ou à bientôt. À tout à Ciao. l'heure. Merci. T'es où, Jinpa? C'est quoi ce background? C'est pas.